je suis un patriote de ouf. Je peux avoir des avis divergents par rapport à un système, à quelque chose, mais ma loyauté par rapport à la patrie ne souffre de rien. Tous ceux qui nous faisaient peur, on était devenus leur patron à un moment. Donc, comme on dit, seul le travail paie. Et c'est ça que moi, je reproche à la nouvelle génération, le tout cuit. Et le tout cuit, on ne veut même pas le préserver. Dans le groupe RDS, il y avait les Kessie Montellano. Et je le dis en passant, et il faut le reconnaître, c'est le meilleur MC. Pas l'un des meilleurs, c'est le meilleur MC. La passion ne nourrit pas son homme. J'espère que ceux qui ont les yeux et ceux qui ont la poche lourde, qui peuvent faire que les choses puissent avancer, auront un regard encore plus bienveillant. Et cette jeunesse qui n'a pas les moyens. Les gens disent que je suis le père du rap enfant. Je dis c'est faux. H2O l'avait déjà. L'avait déjà essayé au prime abord. Et il y a quelqu'un que peu de gens connaissent, et c'est lui qui m'a appris à rapper enfant. Bienvenue dans le premier épisode de Vibes and Heritage qui s'annonce déjà spécial. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre d'une légende vivante du rap béninois. Un pionnier, un artiste qui a su marier avec brio les sonorités africaines au patrimoine linguistique du Bénin. Avec son groupe ou encore en solo, il a élevé le rap en langue fon au rang d'art, inspirant toute une génération d'artistes et de fans. Son flow authentique, son engagement et sa créativité font de lui une figure incontournable de la scène hip-hop africaine. Esprit curieux, place à Folo Gozo, la légende du rap fond au Bénin. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que tout commence. Let's go! Alors, qui est Folo Gozo? Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous m'écoutez. Et Folo Gozo, c'est qu'un homme Herman et Kossi à l'état civil. Et artiste, rappeur, chanteur, membre du groupe RDS et chargé à l'organisation et directeur d'un des plus grands festivals que l'Afrique ait jamais connu, le Hip Hop Campé. Et humoriste à mes heures perdues et un peu nerveux sur les bords. Voilà. Alors dis-nous, peux-tu nous raconter tes premiers pas dans le monde du rap au Bénin? Il faut dire que je ne l'ai pas commencé au Bénin, je l'ai commencé à Lomé, où j'ai fait une partie de mon adolescence, en particulier au CEG Tocoin S. Et il faut dire qu'en cette période, au Bénin, il n'y avait pas vraiment une télévision digne du nom qui pouvait nous passer des clips vidéo américains. Au Togo, j'étais beaucoup plus ouvert en cette période, il faut l'avouer, musicalement, et surtout en question de médias. Et j'avais eu l'occasion de pouvoir voir les MC Hammer et les Snap, plein de rappeurs que nous, on ne connaissait que les Michael Jackson à la télé et quelques rares artistes. Et brusquement, tu te retrouves dans un univers où tu vois qu'il y a diverses sortes de styles musicaux et divers artistes qui pouvaient t'amener vraiment loin, comment dire, en question de kiff parlant, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et les Togolais aussi étaient très ancrés sur la chorégraphie. Il faut voir, les clips, souvent on regarde les clips les samedis, et le lundi déjà, quand vous vous retrouvez à la récréation, vous devez être capable de reproduire tous les pas de danse au niveau que vous avez pu regarder à la télé l'avant-veille. Et voilà. Ah ok, super. Alors dis-nous, tu t'es installé en fait à Cotonou en quelle année? Parce que de par ta réponse précédente, tu nous disais que tu l'as commencé à Lomé au Togo. Oui, direction Vroom, Cotonou en 93. Et j'étais venu en vacances, je suis toujours en vacances bien sûr. Donc, j'étais un gros pagailleur et puis maman m'a ramené, paix à son âme, m'a ramené à Cotonou pour que je puisse passer les vacances. Je ne suis plus jamais reparti, sauf quand ADS est devenu un groupe très connu, on y allait pour faire des concerts. Donc, je suis revenu à Cotonou et élève au CEG Saint-Hérita un jour. Il y avait un récital, comme on l'appelait en ce temps, et j'étais dans le public quand j'entendais des gens faire des beatbox et rapper.
Et timidement, je me suis approché d'eux, je me suis présenté. Oui, je m'appelle Kuno Merman, je fais du rap, je viens du Togo, tout ça. Et il était question de qui? H2O et Abdoul Pouki. Et ah oui, tu rappes, ben fais-nous quelque chose. Et je ne me suis pas laissé faire. Ah, toi, tu es bon. Il faut que tu viennes à la maison. On m'a donné rendez-vous à Ejedo, et le premier quartier célèbre de hip-hop au Bénin, parce que les H2O y vivaient. Et je suis allé là-bas avec Abdul, on a créé le BSS. Et après, il y a eu un concours qui finalement est devenu RDS. Et le concours, il fallait y participer. Donc, j'ai pu inscrire mon groupe, le BSS. Et avec Tata Grace. Tata Grace, et il y a Ebla Oui, oui, aussi. bien sûr. Il y a Ferna. Après, comment il s'appelle? Sabi, qui est aux États-Unis, aussi nous a rejoints à la langue. Donc, avec RDS, les autres ne sont pas restés, ils sont partis. Et le groupe, c'était toute une armada, un contingent. Au fil des ans, ça s'est dégraissé. De 9, on est venu à 7. De 7, on est venu à 5. De 5, on est venu à 4. Et finalement, je suis seul sur le terrain. Ah, mais super, super cool. Ça, c'est une très belle histoire. Alors, dis-nous, dans les années 93, 94, quelle place occupait la musique urbaine à Cotonou à l'époque? Être rappeur en cette période, c'est synonyme de pongolais d'auto. Tu es bandit d'office. Qu'il n'y a pas quelque chose que tu puisses dire, que les gens puissent écouter ou bien considérer comme autre chose, quoi. Tu es bandit, c'est tout. Et c'était la période des baggy, et des bandanas, les gens, c'est avec, comment dire, bref, un look bizarre pour cette période. Et on écoutait plus les Sagoran, les polyrythmos en cette période. Il y avait Robinson Sipa qui cartonnait aussi bien en cette période. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, il y a un nom pour lequel les gens doivent avoir beaucoup de respect au Bénin, et les H2O, parce qu'ils sont vraiment les pionniers du rap. Et ils étaient les premiers vraiment à être médiatisés. Par contre, il y avait les Sergent Marcus, il y avait, comment il s'appelle, Ishak, il y avait les Ouzidji, Freddy Shack Junior, et ils étaient pleins, qui étaient dans l'ombre aussi. Il y a Flora Estache Ressou, Eric Allen. Ah, ok. Et donc, il y avait tout ce monde. Mais il faut dire que c'est les H2O qui ont repris en fond le rap de MC Solar, Bouge de là. Bouge de là, oui. Bouge de là, MC Solar. qui est devenu Ceci Finet. Après, ils avaient le hymne national, le propre groupe, qui était Sophie, Majomido, Oui, oui, oui. Et il faut dire qu'en 91, quand MC Solar est venu au Bénin, oui, on fait Ah bon? Ok. En 91, quand MC Solar est venu au Bénin, Oui. ils étaient le groupe de rap choisi pour faire la première partie de MC Solar. Ok. Dans quel cadre? Pour la découverte RFI ou bien RFI, ok. C'était au CCF en cette période. Moi, je n'étais pas encore là. Ok. Je suis venu, on m'a relaté ça. Ils ont joué au CCF, si j'ai bonne mémoire. Ils ont joué au CCF. Et disons, c'était les stars de la période. Et il y avait aussi l'émission de Steve Fassia, et Stars Music Club. Wow. Ils étaient comment dire, les mascottes de l'émission. Et c'est eux qui ont introduit mon groupe sur l'émission de Steve Fassia. Waouh, mais super. Avec MC Désolé, MC Bizarre, à Oui, si c'est on ça. revient au rap en cette période, le rap pour tout le monde, c'était une musique de voyous, une musique de bandits. Et c'était toute une, comment dire, c'était tout un combat qu'il fallait mener pour changer ça dans la tête des gens. Et ADS a mené ce combat pour qu'aujourd'hui vive le rap et de la musique urbaine au Bénin. Voilà. Waouh, mais c'est très bien ça. Alors dis-moi, comment ton entourage, ou je dirais même tes parents, voyaient le rap? C'est-à-dire, bon, ils ont quand même un de leurs fils qui s'intéressait à la chose. Comment ils l'ont pris? Bon, il faut dire que j'étais un enfant très brillant à l'école. Et sans vous mentir, il prenait ça très mal. Papa ne concevait pas que je puisse chanter. Et ça a été des menaces. Après, ça a été un ton plus conciliant, moins bruyant. Mais rien n'y fit. Je voulais, je ne sais pas que je voulais. Ce n'était pas un phénomène de mode à moi. Parce que chaque fois même que je me sais à quelque chose, c'est comme un virus. Je reste là, je me dis, je ne me sens pas bien. Et puis bon, voilà quoi. Il y a toujours ce virus qui m'empêche de pouvoir me consacrer à toute autre chose. Est-ce une malédiction?
Est-ce une bénédiction? Je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, comme on dit, et il faut faire ce qui te plaît. C'est Sinon, ça. finalement, tu vas te retrouver à toujours regretter, et à te dire que, ben voilà, quoi, tu as raté quelque chose. Et les parents, ma mère m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a soutenu. Malgré que beaucoup de gens ne voulaient pas en entendre parler, elle m'a beaucoup soutenu. Et c'est quand ça a commencé par prendre que le respect s'est installé. Le respect s'est installé. C'est vrai qu'à la longue, il y a eu des doutes, il y a eu plein de choses, mais quand même, il y avait cette fierté de pouvoir les voir dire, mais je suis sorti, on me dit que c'est la maman de Faux Logozo, ah, on a dit que c'est le petit frère, le grand frère de... Ok. Bref, et ainsi de suite, quoi. Donc, comme on dit, mais il y a toujours le nez de guerre. Quand le nez de guerre n'est pas là, c'est pas trop. Donc, il fallait... au Bénin, c'est le cash qui compte. C'est ça. Donc, Bien voilà, sûr. il y avait tout ça. Mais quand ça a explosé, après, bon, est-ce que quelqu'un me calculait encore? Bon, voilà quoi. Et aujourd'hui, on en est où on en est. Le Bénin, comme je le dis, est un cimetière de talent. Et je n'insulte pas mon pays, mais voilà quoi. Et le tort incombe à nous tous. Il faut que nous puissions faire un voyage interne et savoir qu'est-ce qui ne marche pas parce que dans tous les domaines d'activité, nous avons des talents. Mais on remarque que tout stagne. On remarque que tout stagne et à telle enseigne que tout le monde a peur de tout le monde. Et ceux qui ont le talent de vouloir faire quelque chose se rétractent et puis, bon, tout part en couille. Voilà. Encore, ok. Et en parlant du Bénin, comment as-tu vécu l'évolution du hip-hop béninois de ces années-là à aujourd'hui? Ben, l'âge d'or du hip-hop béninois, je peux vous le dire, c'est mi-90. Et ça s'est éteint vers les 2011-2012. Mi-90? Mi-90. Wow. Mi-90. Mhm. Et parce que mi-90, il y avait cette ferveur où on pouvait, quand tu entends qu'il y a un rappeur, je suis à Gbedjo, mais j'entends qu'il y a un rappeur à Fidjose, il n'y avait pas de Zem média ou comme ça, bon, on n'avait pas le cash pour pouvoir prendre Zem pour aller ailleurs. Tu pouvais marcher de chez toi juste pour aller voir de quoi est capable le rappeur dont on parle. Et presque chaque semaine, il y avait des sound systems, des freestyles, on se défiait. Il y avait cet engouement pour la chose. Et cette envie de démontrer qu'on peut faire mieux. Et tu écoutes un flow américain, tu te dis que tu dois pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, dans cette ambiance, il y avait Eric Alem qui avait sorti son premier, c'est celui qui a sorti la première vidéo Hip-hop béninois. au Bénin. Pas le premier album, mais la première vidéo hip-hop. Eric Alem. Eric Alem. Ok. Le premier album hip-hop, les premiers singles, c'est H2O. Mais le premier album hip-hop, c'est Zapata Boys, comme les Ivoiriens le disent. Ils sont sortis dans dos parce que personne ne les attendait. C'était des breakdancers au CEG de Corps, si j'ai bonne mémoire. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire pour se chercher. Et ces petits étaient des battants, en tout cas. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire se chercher. Et là-bas, ben, ils ont tout fait. Ils ont sorti une maquette. Ils sont venus à Cotonou. Et des gens de bonne foi les ont pris. Et voilà quoi, Zapata Boys était né. Et il y avait aussi, comme je le dis, Florent Estache Ressou. Et malgré le bagage intellectuel, c'est un rappeur dans l'âme. On le voyait encore sur son émission, on fait du slam et de temps en temps. En son temps aussi, je ne sais pas s'il le fait toujours. Et il y avait qui encore? Il y a Sergent Marcus, le militaire du milieu du mouvement, et comme aussi Ishak. Mais Ishak aussi? Oui, c'est les produits du printanier militaire. Ah, d'accord. Comme Jamil Mamaneg aussi. Aussi? Aussi, oui, voilà. Ah, ok. Donc, comme je le disais, le rap, il y avait cet engouement, l'envie de démontrer et aussi l'envie de prouver aux gens que nous n'étions pas des voyous. Parce qu'à chaque sortie, il faut s'attendre à ce que quelqu'un reçoive une gifle ou bien une orange qu'on te lance au visage, des insultes. On attache un fil à ton baggy, tu veux bouger, tu tires des chaises avec. Donc, on en a vu. Et c'est la racaille des camps. Ce temps-là, il y avait, dans chaque quartier, il y avait le chef bandit et autres. Donc, vous venez dans un quartier, il faut déjà au préalable envoyer une commission que vous venez dans tel quartier, trouver qui est chef bandit, négocier. Mais finalement, on s'est retrouvés devant et tous ceux qui nous faisaient peur, on était devenus leur patron à un moment. Donc, comme on dit, seul le travail paie. Et c'est ça que moi, je reproche à la nouvelle génération, le tout cuit. Et le tout cuit, on ne veut même pas le préserver. On veut juste
Et aujourd'hui, le show business béninois, reconnaissons-le, est dans un état, bon, faut pas être tout clair, quoi, mais en tout cas, un état de sommeil profond. Et il faudrait le réveiller. Le réveiller. Parce que l'ego est passé, et la délation y est passée, le mensonge y est passé, et la promotion de la médiocrité y est passée. Et tous ces facteurs font en somme que les pays qui nous respectaient pour notre hip-hop aujourd'hui sont devant. Même s'ils ne sont pas devant, on est obligé de prendre comme idole des gens qui, en somme, hier nous prenaient comme des rois. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire par rapport comment dire, à ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les moyens, mais je pense qu'il n'y a pas l'engouement ou bien il n'y a pas la conviction. C'est genre, on regarde à la télé, les gens sont riches, donc nous-mêmes, on y vient pour devenir riches. C'est trop facile. Voilà. Trop facile. Alors, quand tu parles d'âge d'or du hip-hop béninois de 1990 à mi-2011, mais pourtant, si j'ai bonne mémoire, en 2014, il y avait le festival HKH et qui révélait Vano, et avec la génération Tiaf et tout ça. Donc, je pourrais dire quand même que de, disons, 2013, 2014, 15, 16, le hip-hop connaissait également, disons, un certain engouement, ou bien. C'était l'année, moi je parle de 2011, 2012, bref, c'était, comment dire, et une des périodes à laquelle comment dire, des périodes auxquelles on pourrait se référer au fait que les jeunes ou bien les gens payaient de moins en moins de tickets pour venir au concert. Ok, au concert. Aujourd'hui, il y a la gratuité. Avant, les gens pouvaient aller sur Waptrick, aller chercher des sons à la radio, on écoutait. En fait, c'est ce que je disais, quoi. On vivait ça bien. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus. Et on a commencé que ça a commencé par diminuer à partir de cette période. Moi, étant chargé à l'organisation du festival Hip Hop Campé, j'ai remarqué qu'il y a eu une déclinaison par rapport à l'engouement. Il y avait beaucoup moins de spectateurs, il y avait beaucoup moins de gens qui parlaient de hip-hop, il y avait déjà le coupé décalé qui était venu. Donc, tout ça faisait qu'on ne sentait plus la vague. On ne sentait plus du tout la vague. Et puis, à partir de cette période aussi, c'était, comment dire, un nouveau style de rap qui était venu, le rap où on parlait plus de sexe et il y avait plus de paroles osées. Or, en autre période, tu n'avais pas le culot de chanter un son et de parler de sexe. Tu devais trouver la manière subtile de pouvoir étaler ça, sinon tu auras chaud. Tu auras chaud. Ok. Mais étant devancier, est-ce que tu ne le prends pas comme, je dirais, un échec? Non, ce n'est pas un échec. À chaque période, c'est réalité. Si cette réalité plaît à nos jeunes frères, qui suis-je pour... Non, mais quand même, en tant que devancier, il y a, je dirais, des voies et moyens. Fallait anticiper, je ne sais pas, prévoir des objectifs sur le long terme. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas aussi fauté? Quelle fauté? Nous avons fait le hip-hop camping. Bien sûr. Nous avons fait le duel cruel. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés au métier. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi? Un suivi sur plus de 10 ans, le festival a eu plus de 20 ans. Non, je parle de ces talents que le festival a mis devant les projecteurs. Est-ce qu'il y a eu un suivi? On les a mis sur des festivals. On a même proposé, même certains sont allés faire des voyages par rapport à des festivals et autres grâce à nous. Comme on dit, on a les thèses en nous. Pour qu'à un moment, chacun puisse courir aussi. Donc, c'est trop facile et ça c'est le propre de l'Africain. C'est toujours les autres, jamais nous. Donc, il faut que chacun puisse se faire un bilan et dire, mais où se situe la chose? Nous, le festival, c'est quoi? Ça nous pesait financièrement déjà. On n'avait pas de vie de famille. On était en plus très moqués parce que les gens pensaient qu'on se tapait des millions et ça jasait dans les coins, partout ailleurs. Quand aujourd'hui, ils se sont rendus compte, on s'est tué, tout le monde s'est tué, d'autres font des événements, ils se rendent compte en somme que c'est pas si facile d'organiser un événement et puis de s'en sortir. Donc, moi, je dis fièrement que s'il y a eu des gens qui sont passés sur nos événements et qui aujourd'hui ont un titre ou bien sont très connus au Bénin, ben, il serait très normal qu'ils puissent être reconnaissants pour dire que sans eux, nous ne serons pas. Tout à fait d'accord. Il y a une grande partie d'eux, mais notre travail aussi nous a amené de là où on est. Donc, le hip-hop campé, quand même, a donné tout ce qu'il faut. Moi, je ne me reproche rien parce qu'il y a des jeunes que j'ai entraînés, des jeunes à qui j'ai écrit des tests et plein d'autres choses. S'ils n'en parlent pas, moi, je ne suis pas à la recherche de buzz ou quoi que ce soit. S'ils n'en parlent pas, mais leur conscience pourrait leur dire que Faux Roseau les a aidés à tel moment. Leur a pu les aider à faire ci, à faire ça. Mais comme on dit, c'est une question de moyens. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont payés peut-être pour
c'est à eux maintenant de pouvoir endosser la responsabilité de l'état de délabrement dans lequel se trouve aujourd'hui notre show business, ou bien le hip-hop béninois. Voilà. Ça, c'est vrai. OK. Et en parlant du festival hip-hop Campé, HKH, et de ton groupe, le ADS Possi, comment est né le groupe ADS Possi et quelle était la vision du groupe à l'époque? Ben, le groupe ne s'est pas constitué en soi pour devenir RDS. Oui, C'était un concours que M. Gérard Ayi, à qui je fais un big up, il a organisé. Et le concours, c'était quoi? Il voulait rassembler la crème de la crème du hip-hop béninois. Donc, on s'est tous retrouvés. C'est quand on a commencé par travailler qu'il a remarqué qu'il y avait une certaine symbiose. Donc, il a dit, bon, comme c'est comme ça, et aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait les crews. Et en Australie, on parlait de Posse, et ainsi de suite. C'est là que nous, au lieu de prendre comme les Américains, nous avons pris Posse. Et il faut dire que le nom RDS vient plus de Kessi Montellano. Le titre de notre premier album, RDS en français. En anglais, ça faisait RDS. Yes. Et Archange Mimatoroma, c'est toi. Ça fait la RDS, ça fait le courage, la détermination. Donc, c'est comme ça, on a enlevé le H, on a enlevé le E, et c'est devenu RDS. Donc, l'objectif, c'était quoi? Et c'était montrer qu'on pouvait donner un peu plus, montrer plutôt que le rap n'est pas une musique de voyous. Le rap peut être un vecteur de sensibilisation, d'éducation. Et on l'a montré à la longue avec beaucoup de sons qui ont aidé à sensibiliser la jeunesse. Et RDS aussi, c'était quoi? C'était une manière de prouver que le Bénin pouvait entreprendre des choses et devenir un tremplin ou bien même une mecque. On a été une mecque pendant de longues années pour le hip-hop ouest-africain, pour ne pas dire pour le hip-hop africain, avec le hip-hop campé. Donc, c'était un pari, on a tenu le pari. Mais comme dit tout, on le dit, même les oiseaux dans un même nid, à un moment, doivent prendre leur envol. Chacun a pris son chemin et voilà. ADS Possi a duré environ, je dirais, combien d'années? Ben, si on doit compter de 2016 pour théoriquement en 2015, je pense que 1996 plutôt. 96 à 2015, c'est 19 ans, non? Waouh. Ça fait 19 ans. Waouh, 19 ans. Mais c'est vraiment encouragé, hein. Et en parlant de chansons ou de projets, disons, quelle chanson ou quel projet de ADS Possi te rend le plus fier aujourd'hui? Bon, sincèrement, moi, je suis un intérêt insatisfait. Ceux qui travaillent avec moi en studio le savent. Le groupe, c'est le groupe. Il faut se plier aux exigences du groupe. Moi, je suis plus hardcore et plus autre chose. D'autres sont plus soft et autres. Donc, si ça nous a amené loin, je ne peux que dire que je suis fier de tous les projets qu'on a menés. Il y a des albums dont je ne suis pas du tout fier. Il y a des prestations dont je ne suis pas fier. J'aurais pu faire mieux. Le stress et plein d'autres choses. Si c'est aujourd'hui, on doit pouvoir les reprendre, ben... Bon Dieu de bon sens, je pense qu'on en ferait des tubes. Mais voilà quoi, aller à Jacques Taï, ça a été fait. Donc je suis fier de tout. C'est comme une mère qui fait son bébé, elle doit être en être fière. Et les femmes sont souvent fières de leurs enfants. Donc moi, je suis fier des bébés que nous avons eus. Et je leur dis toujours, s'il y a moyen encore de les promouvoir, longue vie à ces bébés, quoi. Super. Alors, as-tu une mauvaise expérience ou bien une petite anecdote d'une scène qui s'est mal passée avec ADS à nous raconter? Bon, il y en a tellement, mais comme on dit, ce n'est que le bonheur, tu vois. Je me rappelle notre premier voyage, on devait aller dans un pays dont je tais le nom. Et moi, je me dis, c'est la première fois que je vais prendre un avion. Donc, voilà, à l'aéroport, je rentre dans le vol et ça décolle. À un moment seulement, tu vois que l'avion commence à bouger. Et tu vois de la fumée qui sort. De la fumée? Oui, je n'ai rien compris. C'est comme les fumigènes, là. De toute façon, ça fait... Mon Dieu. Et là, elle m'en a failli se taper une petite crise dans l'avion. Et je me rappelle, la coudoir, je gardais ça jusqu'à ce que la jointure était tout rouge. Donc, c'est ça, je dois pas être d'une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est la première fois on est allé sur un festival international et on a tiré notre épingle du jeu. Et je pense que ça a été le point de départ de beaucoup de choses qu'on a vues. Beaucoup de choses. Ok, d'accord. En parlant de beaucoup de choses, des défis, qu'est-ce que tu retiens de la dynamique de ce qu'on appelle crew, groupe, et également les défis que vous avez dû surmonter? Ben,
Tu peux en citer quelques-uns. Bon, ce que je remarque, mais on parle plus de ADS que de moi. Non, mais ça, c'était juste une parenthèse. Mais Ah, ok, d'accord. je dirais d'une manière ou d'une autre, tu as fait partie, en fait, du crew ADS. Donc, ADS, c'est également, c'est toi, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, mais voilà. comme on dit aussi, hein, il y a ici, en une heure d'émission, on en est à plus de 30 sur un seul sujet. Non, même pas. Allez, raconte-nous. Donc, on revient de la question. Ouais, je demandais, au fait, quel regard tu portes de la dynamique du groupe et quels sont les défis que vous avez eu à surmonter? Ben, on a pu prouver que des gens issus de milieux différents pouvaient vivre ensemble, entreprendre des choses ensemble. On a pu prouver qu'on pouvait relever de très grands défis parce que il a fallu qu'on aille quelque part et on a été vraiment frustrés. Et sans qu'on ne se parle, on s'est retrouvés seulement. On a dit, bon, les gars, ce qui s'est passé là, nous allons relever un très grand défi. Nous allons faire revenir ces gens qui nous ont maltraités sans le savoir. On va les faire venir dans de très bonnes conditions au Bénin. C'est comme ça le hip-hop camp est né. Donc, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées sans qu'on ne se concerte. C'est comme des frustrations internes. Et quand on se retrouve, et spontanément, tout le monde commence par étaler. Et finalement, on trouvait des retours. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est vraiment houleux. C'était houleux, mais il y avait toujours le patriarche, Archange, qui avait le juste mot pour pouvoir rabibocher, comment dire, essayer de colmater les brèches. On essayait de faire avec. Mais comme on dit, chacun avait son tempérament. Son tempérament, oui. Mais en tout cas, il y avait cette force. Oui. Et moi, je dis, être en groupe, ça vous permet de pouvoir vivre mieux en société. C'est une très belle expérience. Ça vous permet de supporter certaines choses. Aujourd'hui, et moi qui avais un tempérament très, 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 à la limite bagarreur et autres, je me retrouve des fois où on m'offense, on me dit certaines choses et puis je rigole ou bien j'essaie même de calmer les ardeurs. Et ça étonne ceux qui me connaissaient avant. Ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, rien ne s'est passé. Parce que quand les expériences sont mieux que les conséquences. Donc, à la longue, il faut trouver, les moyens de pouvoir prouver qu'on a fait la bonne école. Donc, ADS a été, qu'on le veuille ou non, ADS a été une très bonne école pour moi. Ah, mais super, super cool. Alors, parlant de toi et de ton engagement pour le rap fond, quel a été le déclic, en fait? Pourquoi tu as choisi de rapper en fond? Tu aurais pu rapper en français, en anglais ou en chinois? Je rappais, en fait, je n'ai pas commencé le rap, je faisais du reggae. Du reggae? Oui, je faisais du reggae. Wow. Donc, et je suis venu à Cotonou, j'ai commencé le rap parce que je faisais du rap en français. Dans le groupe RDS, il y avait les Kessi Montellano. Oui. Et je le dis en passant, et il faut le reconnaître, c'est le meilleur MC, pas l'un des meilleurs, c'est le meilleur MC au Bénin. Pas l'un des meilleurs? Non, c'est le meilleur, je le lui dis et je le dis. Et tu l'assumes? Oui, je l'assume. J'ai même lu un passage télévisé où il a aussi dit que si on devait classer les rappeurs, que Kessi, en fait, serait en position 0 avant même qu'on ne commence à établir la liste. Ça, c'est son avis. Moi, je parle pour moi, ce que je sais. Et je sais que très peu pourraient se tenir devant moi, question de MC. Oui. Et si je le dis, c'est parce que je connais. Et si c'est sur 5 minutes, 10 minutes, je vais lui tordre le cou. Mais au-delà, si c'est un monstre. Wow. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas qu'il a commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis début 90, ce que Kessi fait aujourd'hui, disons même, il ne fait plus rien. Donc, ce que Kessi fait aujourd'hui, il le faisait depuis début 90 jusqu'à aujourd'hui, soit près de 30 ans déjà, non? 30 ans. 35 ans. Bien sûr, plus que même. Oui, voilà. Donc, il faisait... 35 ans déjà. 35 ans. Donc, et quand j'ai connu Kessi, il faisait des flows de Onyx, de Redman, des gens, des flows que n'importe qui ne pourrait pas faire. Et c'est ces flows que les jeunes filles aujourd'hui sont obligées de faire la drille, parce que la drille, ça te permet d'étaler ta paresse. Excusez-moi, je dis ce que je pense, parce que le rap, c'est le rap. Le rap, c'est comme le reggae. Ça répond à des normes. À des normes, bien sûr. D'être ces normes. Oui. Donc, on ne vient pas changer les règles d'un jeu en cours du jeu. Le rap, c'est le rap. Et les meilleurs drilleurs, c'était des anciens meilleurs rappeurs.
il faut voir tous ceux qui font la drill, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Dadju dit ho 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 aujourd'hui, mais il faisait du rap et il était un très bon rappeur. Très bon rappeur. Aujourd'hui, il prend quelqu'un en freestyle, il va lui faire très mal. Ça, c'est vrai. Et c'est ça. Donc, ça, c'est vrai. Il faut connaître son métier. Je rappais en français et dans le groupe RDS, je regardais les Kessi Montellano, Archange et Fouza, lui, qui chantait comme Boyz II Men. Vous venez en répétition, c'est toujours, ils se mettent les doigts dans l'oreille, ils commencent à chanter avec la seule dame du groupe, Vanessa. Et il y avait Kessi, il y avait Archange, il y avait Fouza, il y avait Vanessa. Et je regardais, je me dis, mais merde, moi avec mon français, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a, comme on dit, à tort, les gens disent que je suis le père du rap enfant. Je dis c'est faux. Les H2O l'avait déjà, l'avait déjà essayé au prime abord. Et il y a quelqu'un que peu de gens connaissent, et c'est lui qui m'a appris à rapper enfant. Il s'appelle. On t'a appris à rapper enfant? Ben oui. Et par qu'il m'a appris, il m'a dit un jour, ok, tu peux, si tu arrives à faire ce que tu fais en français, je te donne, tu viens chez moi demain. Et avant de venir demain, tu essaies de me faire 8 mesures enfant. Waouh. Et je suis venu, il a écouté, il a dit waouh, ok, d'accord. Essaie maintenant de faire 16 mesures. Il s'appelle Semado. C'est Semado. Ok. Semado. Ok. Et il y a un test de ADS qui a été très célèbre. Wekaflin en Noviké, Africa, mais Gegeko Hagandicho, mais les pour y a Diji. Font les mitons, ouais, font le miton de Goudo, ouais. Si vous venez le pour, mais ma calonde, bon, bref. Et puis, il te faisait des choses. Enfant, tu entendais tout ce c'est que il avait la diction et nom de Dieu, il avait le flow. Waouh. Le gars te faisait du Bon Thug and Harmony enfant. Il te faisait du Redman enfant. Il te faisait du Busta Rhymes, du KRS-One enfant. Waouh. Et j'allais chez lui à Ménotin. Ok. Il sortait son pause radio. La cassette. Et c'est comme ça que j'ai commencé par écrire mes premiers tests enfants jusqu'au test qui réellement a démontré que Folo Gozo pouvait prendre la couronne en 98. 98. Et il y a eu On and On qui est resté dans le top 5 de RFI pendant plus de 6 mois. Et ton premier single? Non. Le single de Shirazi qui est Shirazi, writer aux États-Unis. Aux États-unis? Oui. Ah, ok. Le son s'appelle On and On. Oui. C'était avec Big Melody, Shirazi et moi. Ah, ok, vous trois. Et ça a été dans le top 5 sur RFI et sur Africa numéro 1 pendant plus d'un an. À cette époque? À cette époque. Et c'est pendant plus d'un an. Et après, on a sorti Réfugiés. Réfugiés de Adiès. Produit du Royaume Saint-Otomébert, Bénin, tout ça. C'est ça qui a fait que les gens, l'attention s'est plus focalisée sur moi. Et j'ai compris que il fallait se démarquer. Et grâce à Semado, j'ai pu oser faire parce que je me disais qu'il était très difficile de rapper enfant. Je venais du Togo et je ne comprenais pas fond. Donc c'était un très grand défi qu'il fallait relever. Et voilà, Folo Gozo aujourd'hui. Attends, et quand tu es revenu du Togo, tu ne maîtrisais pas le fond? Je ne maîtrisais pas le fond. Aucun mot en fond? Non, je parlais, mais il y avait des mélanges de fond, des mélanges dedans, donc c'était un peu confus. Okay. Donc, il fallait faire en somme éliminer les mots enfants et autres. Donc, et pour ça, j'ai commencé par fréquenter dans mon quartier, disons, en griffe, la racaille. La racaille, le gang de l'époque. Oui, donc j'ai commencé par fréquenter des personnes ressources. J'écoutais beaucoup. Ça, des moments où je discute avec toi, bien je suis quelque part, tu n'as pas l'impression que je vous écoute, mais j'écoute bien et j'essaie de voir ce qui est bien dedans. Et là où on parlait fond, je venais là, à Tchakbélé et tout ça, là, j'essayais de piocher dedans. Et voilà, Folo Gozo aujourd'hui. Donc, je ne suis pas le père du rap enfant. Et on connaît les H2O, on connaît, ceux qui connaissent, c'est Mano le connaissent. Ok. Et tout le monde avait peur de lui en cette période. Wow. Il vit toujours au Bénin? Il vit toujours. Et la dernière fois, je l'ai vu, je crois qu'il est pasteur. Pasteur? De rappeur à pasteur? Ah, ben Dieu est partout. C'est fort. Ouais. Ah, mais c'est... Et ça rime en plus. C'est toujours Alors, est-ce que tu dirais que rapper, c'est un acte... Non, je dirais rapper enfant, c'est un acte militant? Non, est-ce que j'y vois du militantisme? Moi, je vois seulement que c'est une manière de donner de la visibilité à notre pays
Et quand moi j'ai commencé le rap en fond, les gens me disaient que était bas était bas non, des ben c'est noué. Il y a ce complexe au Bénin où on se dit que notre langue n'est pas belle, ou bien quand tu es en public, tu parles fond, vraiment donc rien, mais même à Calofon, deux français, ou bien on commence par te piétiner. Vraiment, deux français, qu'est-ce que tu fais comme ça? Or, moi, à des moments, je me suis dit, mais je suis très fier d'être béninois, je dois parler ma langue. Tu vas au Sénégal, la première des choses qui t'accueille à l'aéroport, c'est le Wolof. Le Bien sûr. Wolof. Tu es dans le véhicule, tu parles français, le chauffeur te dit Wolof, langue, très bien, il faut parler. On t'oblige à parler Wolof. Ouais. On t'oblige, tu parles dans la rue, on te parle en Wolof, on t'invite à venir t'asseoir et manger du tchèp avec eux. Et voilà, il n'y a plus cette convivialité au Bénin. Nous ne sommes pas fiers de qui nous sommes. Il faut que c'est quand la personne sort du pays et entreprend de très belles choses et devient très connue que tu vois partout. Fierté béninoise. Fierté béninoise. Mais quand cette personne est au Bénin et veut entreprendre quelque chose, on fait tout pour l'écraser, on fait tout pour le ramener à zéro. Et c'est vraiment dommage. Moi, je me dis, si je peux apporter quelque chose, et ceux qui me connaissent savent que je suis un patriote de ouf. Je peux avoir des avis divergents par rapport à un système, à quelque chose, mais ma loyauté par rapport à la patrie ne souffre de rien. Et ça, c'est absolument de rien. Ne souffre de rien. Ça, indiscutable. Indiscutable. Voilà. Ah, mais là, c'est super cool. Et pour toi, quels sont les défis et les richesses du rap en langue locale aujourd'hui? Je dirais plus les défis. Moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui, peut-être qui va prêter à confusion. Moi, je pense que le rap, c'est le rap. Dire que le rap en langue ou quoi que ce soit, c'est un faux problème. Il y a des Chinois qui rappent, c'est des rappeurs. Et j'ai écouté du rap mongolien. Mongolien? Oui. Mongolien? Oui, j'ai écouté du rap allemand. Le rap allemand, il faut pour qu'il sait que le rap allemand est une langue très difficile. L'allemand est une langue très difficile. J'ai écouté une dame dernièrement, j'ai oublié son nom, mais je l'ai beaucoup suivi ces derniers temps. Mais elle te prend le rap en allemand, mais tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme ça? Et elle est très percutante. C'est une jeune qui est une noire, elle est allemande et elle rappe actuellement, elle prend les instruments américains, elle rappe dessus. Ah, mais tu peux apprendre des choses, hein. J'ai jamais entendu parler du rap allemand. Hein. Ah, mais il faut taper. Ok. Taper. Je le ferai. Et tu vas voir, peut-être en partant, on va voir, tu vas voir. Elle rappe très bien. Et il y a du rap chinois. Oui, bien sûr. Oui. Du rap indien. Le rap indien? Oui, du rap indien. Et l'un des plus gros consommateurs du rap au monde, c'est l'Inde aussi. C'est pour ça qu'il y a eu un temps, les Américains faisaient beaucoup de sons avec des sonorités hindoues dedans. Bien sûr. Ça, c'est vrai. La Chine aussi est un pays consommateur du rap. Le Japon, un pays consommateur de rap. Il y a des rappeurs japonais. Oui, voilà. Japonais. Donc, il y a un peu de tout. Donc, moi, je dis, je ne me considère pas un rappeur en fond. Je suis un rappeur. Un rappeur, bien sûr. Oui, si des Américains ont écouté mon flow et l'ont validé, des Nigériens qui ne connaissent pas le fond et qui écoutent et commencent par rigoler. Mais pourquoi vous rigolez? Non, mais quand on entend ton thème de voix, on sent que tu dis quelque chose de très sérieux, mais on sent une touche d'humour. Explique-nous ce que tu dis. Et je l'ai vécu avec plusieurs, tout ça. Donc, si j'envoie mes sons quand même à des connaisseurs, des gens qui sont très avertis et qui disent, mais celui-là, je veux celui-là sur mon son. C'est comme mon son sur le palu avec Angélique, la grande sœur Angélique Kidjo. Je n'étais pas celui qui devait être dessus, mais elle a demandé qu'on envoie les sons des gens qui rappent en fond. J'ai envoyé Edo Bomuwe dessus et j'ai envoyé Edo Bomuwe. Elle a écouté, elle a sélectionné. Elle a envoyé son équipe à Cotonou. On a enregistré. L'équipe est venue. On a demandé de quoi ça retournait. Ils m'ont expliqué. J'ai écrit le texte en même temps, j'ai posé. Ils ont dit de leur expliquer. Je parlais en français. Et à son âme, Oscar Kidjo et traduisait en anglais pour eux. À mon insu, ils ont enregistré le son. Ils sont sortis. Ils sont revenus 1 heure de temps après. Ils me regardaient. Ils ont dit, mais qui je suis? L'autre rigole, dit, mais il lui a dit, c'est l'un des plus grands rappeurs du Bénin. Il a dit qu'ils ont pris le son. Ils sont rentrés en ville. Ils mettent les casques. Ils prennent le casque, ils donnent aux gens, ils écoutent. Ils commencent par rigoler. Ça, c'est philosophie. Donc, je leur dis que, en fait, c'est l'impact qu'ils voulaient pour le son. Donc, il s'appelle Anti-Balacas. C'est son orchestre live. Anti-Balacas. Balacas, c'est son orchestre live. Ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir. Nous avons fait le tour de l'Afrique
Ouais. Et nous avons rencontré un seul rappeur comme toi, et il est gambien. Waouh. Ouais, il m'a offert son CD, je ne sais pas là où c'est passé, Mhm. mais il paraît qu'il était très fort. Très fort. Il paraît qu'il était très fort. Bref, anyway, bon, le rap, c'est une passion pour moi, et je pense que je pourrais la léguer aux autres, mais dit le rap en fond, moi, je ne me considère pas comme un rappeur. Le rap est universel. Oui, bien sûr, universel. Donc, je suis rappeur. On Rappeur. signe le rap, mais c'est tout. Allô, Ede? On signe le rap, mais on signe, c'est tout. Assez faux. Ok. En parlant même de ça, je me rappelle quand nous, on était beaucoup plus jeunes, il y avait des rumeurs selon lesquelles Folo Gozo ne savait pas parler français parce qu'il rappait uniquement en fond. Mais disons, quand j'ai commencé à te côtoyer, mais j'étais, je dirais, surpris de voir déjà ton éloquence, ta manière de t'exprimer. Et même à travers certains couplets, je prends le morceau Ah, que le temps passe. Disons, ton couplet où tu disais, te rappelles-tu de la... J'étais surpris, en fait. Là, on était beaucoup plus jeunes, en fait. Donc, franchement, c'est... Je n'ai pas de grands diplômes, mais j'ai fréquenté de grandes personnes et de grandes écoles aussi. Et comme on dit, s'instruire aujourd'hui, c'est gratuit. Gratuit, La connaissance absolument. est gratuite aujourd'hui. Comprenant qui pourra. Celui qui a une tablette aujourd'hui doit savoir qu'il peut s'instruire. Bien sûr. Il peut s'instruire. Et s'il n'arrive pas, parce que bientôt, l'école ne servira pratiquement plus à rien. Tu le penses? Oui, c'est bientôt, dans beaucoup de domaines, parce que les gens deviennent autodidactes en étant sur YouTube. Arrivent à fabriquer. Je connais quelqu'un qui n'a jamais fait la menuiserie. Il a pu fabriquer des chaises. Oui, en suivant des tutos. En suivant des tutos. Or, c'est quelque chose qui pouvait lui prendre 6 mois. 6 mois, bien sûr. 2 ans, bien sûr. jusqu'au diplôme. Donc, je pense qu'ils sont même en train de réfléchir par rapport à ça. Comment réduire les heures d'école et autres. Pour quel objectif, on ne sait pas. Mais anyway, moi, je pense que c'est ça. Donc, ce n'est pas pour dire aux gens de ne pas aller à l'école. Déjà, le taux d'analphabétisme est très élevé. Et il faut pas, je n'encourage pas ça. Je pense que les diplômes, c'est toujours quelque chose. Mais moi, je pense que... Et déjà, chez moi, c'est de famille. Il faut bénir des minodos. Donc, à ma cerveau, c'est grave. On a une passion pour les lettres. Pour les lettres. On sait parler français. Ok. Et même quand on était enfant, on ne parlait pas français, mais il fallait. Ta note en français détermine qui tu es réellement. Qui tu es réellement, ok. Moi, je suis passionné de lettres et je lisais beaucoup. Et c'est ça qui a fait. Ah, ok. Je lisais beaucoup. Je lisais un peu de tout. Un peu de tout, ok. Bande dessinée surtout. Mais surtout. Je lisais beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Folo Gozo, quel regard portes-tu aujourd'hui sur les artistes qui continuent dans cette voie linguistique? Moi, je pense que ceux qui le font, il faut les encourager. Et comme je l'ai toujours dit, la grande sœur Angélique Kidjo, elle a un succès planétaire et c'est en fond qu'elle le fait. Les plus grands noms de la musique nigériane l'ont toujours prouvé, l'ont toujours dit. Ils sont venus piocher des grands musiciens au Bénin pour qu'aujourd'hui nous ayons les résultats que nous avons. Et les Popos, ils sont partis conquérir le Congo. Ils sont partis le conquérir pour nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Papa Wemba même qui le dit, que la rumba est née avec les Popos. Et vous voyez, nous avons de la matière et nous n'avons pas d'autre chose à vendre que notre culture, notre langue. Et il faut en être vraiment fier. Très, très, très fier. Moi, je me dis que ceux qui le font, il faut les encourager à mieux le faire et à les pousser à le faire parce que d'autres ne viendront pas faire ce que nous faisons ici chez nous. Nous n'allons jamais rapper mieux qu'un certain Eminem ou un certain Jay-Z en anglais. Nous n'allons jamais rapper mieux qu'un certain Booba en français. Ils ont, ou bien un certain Jules, ou bien Oli, ou Youssoufa en français. Parce que même si certains parmi eux ont la peau noire, c'est des gens qui ont grandi dans une toute autre réalité que la nôtre. Ils peuvent raconter la rue là-bas, ils peuvent raconter leur galère là-bas, ce que nous ne pourrons pas faire parce que nous ne sommes pas sur le terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est rare de dire qu'il y a un Africain qui a quitté
l'Afrique comme ça, et à un certain âge, et puis aller en France et a pu devenir rappeur très, 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 très connu. En général, c'est des gens qui sont partis enfants ou bien qui sont nés là-bas et qui sont devenus des stars. Donc, encourager ça, ce serait bien. Et une chose est sûre, quand tu sais bien rapper dans ta langue, et la visibilité, tu l'auras. Le seul problème, c'est quoi? Nous avons une industrie qui ne donne pas l'opportunité et à nos artistes, quel que soit le genre musical, de pouvoir vraiment s'épanouir sur le plan international. Malgré les efforts, parce que beaucoup d'efforts se font, que ce soit au niveau du son, du talent et au niveau même des vidéos, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Donc, je pense que le reste, maintenant, la balle est dans le camp des décideurs. En parlant d'industrie au Bénin, quel jeune artiste t'impressionne? Ou bien, quels sont les jeunes artistes béninois qui t'impressionnent de par leur originalité, leur engagement et tout? Bon, sincèrement, moi, j'ai un coup très difficile. Quand j'écoute quelqu'un, c'est de pouvoir tirer quelque chose dedans. Mais j'ai un seul kiff et je vais en parler aujourd'hui. J'ai un kiff, c'est Chris Ba. C'est Chris Ba. Et pourquoi Chris Ba? Parce que je me dis, Chris Ba il a joué à la loterie. Il a joué à la loterie à une période où tout le monde se dit qu'il faut faire de la afrobeat pour pouvoir s'en tirer. Chris Ba a décidé de faire du rap pour s'en tirer. Et il faut dire qu'il fait partie de ceux qui ont viré le plus rapidement vers ce genre de musique, l'afrobeat et autres, les sons un peu chantés, tendance et autres. Mais le voir revenir, et bien revenir encore, et avec un niveau et vraiment acceptable. Et moi, je pense que pour ne pas lui faire de l'ombrage et lui dire merci, je dis que le seul jeune que je pourrais écouter aujourd'hui, c'est Chris Ba. Ah, mais super. Parce que les autres ne travaillent pas. Est-ce que je pourrais écouter juste pour lui donner de la force et mieux, et même parler de lui et dire même que c'est le jeune qui prend plus de risques aujourd'hui, c'est Chris Ba. Ah, mais c'est très bien ça. As-tu écouté son dernier projet, Uno? Sorti, je crois, il y a 2 jours là, ou bien. J'ai écouté certains morceaux. J'ai écouté et il faut dire que c'est un jeune, sincèrement, on ne se connaissait pas. Ah bon? On ne se connaissait pas, on ne se fréquentait pas. La fois où réellement on a commencé par se parler, j'étais en studio pour le son de tous les problèmes et ça va pas. J'étais chez Ronnie Beats, je voulais aller enregistrer, ça va pas. Et reproduire le son chez Ronnie Beats. Et il était là, il devait poser un son. Je lui ai dit, tu veux travailler? Il dit oui, faut. Ah, mais mesdames, le film, je vous laisse la place. À un moment, Ronnie était fatigué. Il fallait que quelqu'un m'enregistre. Et c'est Chris Ba qui dit, faut, je peux t'enregistrer. J'ai dit, mais non, si Ronnie n'est pas là, tu peux m'enregistrer, non? Et à un moment, j'étais en train de rapper, il dit, une fois, et tu permets, est-ce que tu peux faire comme ça? J'ai dit, oui, je vais le faire. Il m'a regardé bizarrement, il m'a dit que c'est bizarre, que si c'est des aînés, ils vont jamais accepter. J'ai dit, non. Seuls les cancres refusent de pouvoir changer. Ça, je connais. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Et on a fini, il m'a regardé, il m'a dit, Fofo, merci d'être toujours fort en rap. Et oui, c'est ce qu'il m'a dit. Wow. Et après, on a commencé par s'appeler. Moi, tu me connais, j'ai le numéro de quelqu'un. À des moments, je lui fais signe juste bien sûr, pour le taquiner. Donc, je le taquine et à des heures incongrues même. Mais chaque fois qu'il voit mon appel ou bien il voit un message, il te rappelle automatiquement. Donc, même si des fois il m'écrit, je ne lui réponds pas, il sait que bon, c'est pas que je le snob ou quelque chose du genre. Donc, pour le risque qu'il a pris, moi, j'ai dit si j'écoute un jeune aujourd'hui, c'est Chris Ba. Ah, mais super cool. Et est-ce que tu te sens compris ou reconnu par la nouvelle génération d'artistes? Est-ce qu'il y en a qui viennent vers toi pour prendre conseil ou pour savoir voilà, comment tu as pu faire ci ou ça aujourd'hui? Non, je pense que je l'ai déjà dit au départ, les jeunes aujourd'hui n'ont rien à foutre, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Et quand je dis, excusez-moi, la reconnaissance, je n'en ai qu'une. Parce que ça n'apporte pas de l'argent, je n'en ai qu'une. Et si je rentre en studio, que tu le veux ou non, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ou j'estime que je peux apporter quelque chose, avec ou ton avis, j'en parle à l'arrangeur. Je dis, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça, l'arrangeur va t'en parler. C'est à toi de voir ce que tu peux faire. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes, et je pense qu'ils peuvent le dire la main haute que si c'est pour le fair play, ou que ce soit, je suis fair play. Très Donc, je n'ai pas de problème sur ce point. Parce que pour moi, c'est quoi? Que le Bénin s'en sorte gagnant. On ne peut pas avoir tout ce talent, on ne peut pas avoir été la Mecque du hip-hop béninois et aujourd'hui se lever et dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est une référence en rap. Je refuse. Donc voilà quoi. Donc, pourquoi tu refuses? Je refuse. On a de la matière, il faut que cette matière puisse se réveiller. Si on a pu faire rêver les Ivoiriens, les Gabonais à une période, ça veut dire qu'on peut le refaire. Et il faut susciter ça en nos jeunes parce que c'est eux qui ont la force aujourd'hui. Oui. En faisant quoi?
Ah, mais on fait le nécessaire. Comme Mais il y a déjà, par exemple, le Dalash. Et j'y donne, hier il pleuvait, mais je suis allé quand même. waouh, Je suis rentré sous la pluie, je suis allé parce que waouh. je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment à encourager. Si tous les devanciers pouvaient avoir ce mindset, je pense que Si les devanciers ont le dos assez large pour supporter l'arrogance des jeunes. l'arrogance des jeunes. Ah oui, ça, je le dis. Ah, L'arrogance des jeunes. Parce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, le Facebook est là pour. Tu vas en prendre pour ton grade pendant une longue période. Et c'est toute une amada. C'est comme si tu lances des mots et ça commence avec des insultes. Si maintenant tu te fâches et tu veux en attraper un, on dit que oui, qu'on veut te faire du buzz et que tu veux attraper. Donc voilà quoi, c'est toute une confusion. Donc il y en a qui restent dans leur coin, ils ne veulent pas de problème. Or, ce n'est pas la solution. Quand la case de ton voisin brûle et que tu fermes les yeux, demain, la tienne peut brûler aussi. facilement. Alors, comment vois-tu l'avenir du rap béninois dans 10 ans, sur le long terme? Bon, nous n'avons pas été éduqués plutôt à nous projeter sur une si longue période. Donc, Bénin, on sort tcharoucha. Donc, Yes. l'avenir, tel que moi je le vois, tant que nous allons toujours attendre que les autres sortent pour pouvoir réagir, nous Oui. n'irons nulle part. Mhm. Tant qu'il n'y aura pas le côté créatif qui va ressortir, comme ce que Crisba vient de faire, Oui. nous n'irons nulle part. Tant que nous n'allons pas sortir le côté risque, aller au-devant des choses, dire je peux, yes we can, ou bien yes I can, je pense que nous n'irons nulle part. Il y a le potentiel en nous. Mais en temps comme je le dis, en 2012, 2015 jusqu'à aujourd'hui, quelque chose s'est passé et la facilité est ancrée dans les gènes. Mhm. On ne veut plus prendre de risques et on mise plus sur le bad buzz qu'autre chose. C'est-à-dire que je préfère briller aujourd'hui et ne plus briller demain. Et le briller là même, finalement, quand tu calcules, ça ne rapporte absolument rien. Mhm. Donc, voilà. Ok. Au début, tu te présentais comme directeur d'un festival et on sait tous que tu as été directeur du festival hip-hop Cancri à un moment. J'aimerais savoir quelle était la mission de ce festival au début et j'aimerais que tu nous partages un souvenir marquant d'une édition de ce festival. Bon, on revient encore sur les RDS. Non, mais c'est il le faut. Le hip-hop campé, Oui. je pense que dans mes questions et dans d'autres questions, j'ai répondu à ça. Le hip-hop campé, la mission, c'était de rendre le Bénin et de faire du Bénin la Mecque du rap africain. Et on l'a réussi. On l'a réussi. Avec nos propres moyens, on faisait venir des artistes étrangers. Et Dieu sait qu'on souffrait parce qu'à des moments, on jouait et au lieu d'utiliser ces cachets pour faire autre chose, on voulait se cacher pour pouvoir payer des billets d'avion Waouh. pour certains artistes. Les preuves sont là, les gens le savent, ceux qui doivent le savoir le savent. Et la première fois qu'on a eu droit à une subvention pour le festival, et c'est après plus de 7 à 8 éditions, si j'ai bonne mémoire. 7 à 8 Oui, 7 à éditions. 8 éditions. Et ce n'était qu'1 million, un chèque qu'on nous a amené. Donc, malgré toutes les demandes ou bien tous les appels de pied, on n'a rien eu. Mais voilà quoi, on le faisait, c'était un défi. On voulait montrer aux gens, Waouh. oui, vous bouffez les sous, mais bon, on avait à la longue, on sait ce qui s'est passé, ou bien approximativement, on sait ce qui s'est passé. Mais quand tu es fâché, tu te fais toute une vidéo, ou bien toute une idée d'une situation, et peut-être même pas ça. Donc, on n'avait pas d'aide venant du pays, et heureusement que il y a des têtes vraiment bien faites. On a commencé par aller vers des subventions étrangères et comment vous allez nous aider à faire ci, avec ça. Il y a beaucoup de mécènes qui nous ont aidés aussi sur le terrain. Ok. Donc voilà, donc le rôle du hip-hop, c'était de faire du Bénin une Mecque du rap Du rap. et aussi montrer aux jeunes qu'on peut faire du rap sans être un bandit, sans être un vaillou. Et je pense que, et je me répète, ça a été pour les parents. ADS, à un moment, était devenu, comme on dit, une référence pour les parents. Eux-mêmes amenaient leurs enfants au festival. Au festival. Et on en était fiers. Voilà. Ok. Là, je dirais changement de fréquence. On parlera d'un sujet bon, assez relax. Hein. Aussi, si ça ne me plaît pas, j'en parlerai pas. Pourquoi? Non, j'en parlerai pas. Ben ici, on dit tout. Hein. Non, c'est que je ne vais pas dire. Non, je taquinais. Alors, dis-moi, quelle est ta conception de l'amour? Mais l'amour, comment dire, c'est comme deux personnes qui doivent faire des concessions, se mentir
se dit des vérités, mais se mentit beaucoup plus, fait semblant de se supporter. Et Fais semblant. de se supporter parce qu'il est très difficile de pouvoir accepter quelqu'un d'autre qui n'a pas la même vision que toi. Déjà, vous êtes de sexe opposé. Et par exemple, moi, bon, je peux dire, je pète beaucoup. J'ai quelqu'un qui, je trouve une go qui ne pète pas beaucoup. On commence par se fréquenter, on se met en couple, et il est très difficile peut-être à cette personne qui ne supporte pas de pouvoir accepter que je pète. Donc, c'est un exemple. Quoique même si, voilà quoi, nous pétons tous. Donc, moi, je me dis que l'amour, c'est quoi? Chacun essaie de faire des efforts pour pouvoir trouver l'âme sœur. Et comme je te l'ai toujours dit à plusieurs personnes, et moi, je n'y crois pas. Je crois en l'homme, je crois en la femme. Je vois quelqu'un qui répond à mes attentes. Et les attentes, c'est quoi? Et une personne, une femme qui a le sens de l'humour. Comment dire? Une femme qui a l'amour du prochain. Et une femme qui me comprend, parce que c'est toujours ça, quoi, et que je comprends. Donc, si on en arrive là, je pense que je pourrais faire beaucoup de concessions. Mais dire qu'on aime, moi, je pense que c'est les feuilletons qui nous ont amené les roses, ça va. Moi, je n'y crois pas fermement. Moi, je pense que c'est un mal nécessaire. Un mal Que ce soit pour nécessaire. la femme, que ce soit pour l'homme, c'est un mal nécessaire. C'est les premiers mois où je t'aime, mais après, ça... Ah, les premiers mois. Oui, c'est les premiers mois. Mais après, la réalité, Oui. et oui, ça, vous vous retrouvez confronté à la réalité où il faut accepter l'autre avec ses erreurs et tout. Parce que c'est pas facile. Quelqu'un qui est né dans une autre famille, qui a été éduqué d'une autre manière, faut mettre ensemble, c'est difficile. C'est très Moi, difficile. personnellement, l'amour tel qu'on le décrit, je ne le conçois pas comme ça. Folo Gozo, Yeah. dans tes chansons, tu parles parfois d'amour et de relations. Je prends le cas de Toubedje. Toubedje, voilà. Est-ce que c'est un vécu personnel ou Non, comme je dis, moi, il y a beaucoup de mes sons, et je le dis plus haut, je fréquente souvent les gens, et quand ils parlent, et des faits vécus, il y a des trucs que j'ai vécus dans mon quartier. Il faut dire que Bédio-Médé, où je suis né, j'ai grandi, un livre à ciel ouvert, où il y a beaucoup d'histoires dedans. Tu peux voir des histoires, des drames, et comme aussi beaucoup d'histoires. Même dans les drames, il y a de l'humour. Donc, Toubedje, si vous voyez le côté, c'était vraiment de l'humour, et même la vidéo, c'était de l'humour. Donc, je ne peux pas dire que c'est un vécu. Non, ce n'est pas un vécu. C'est peut-être le vécu de quelqu'un d'autre qui s'est reconnu dedans. qui s'est reconnu? Ok. Ton succès a sûrement attiré beaucoup d'attention à un moment. Comment arrivais-tu ou bien comment as-tu pu gérer, disons, ta vie de couple avec cette notoriété? Le succès, à un moment, il faut dire qu'il y a eu le temps des conneries. Les conneries, et bon Dieu même sait que j'en ai fait. Et il y a eu le temps où on se dit, bon, il faut se reprendre. Il y a eu le temps où, à un moment, même la famille était inquiète. Man, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que je n'avais pas de légitime et j'évitais en somme qu'on me connaissait une femme, qu'on me connaisse plutôt une femme. Et ça va douiller un peu partout. C'est ça aujourd'hui, c'est ça demain, tout ça. C'est pour ça que je me regarde aujourd'hui, beaucoup de gens qui me connaissaient me regardent aujourd'hui, mais man, c'est bien toi. Tu dis, oui, c'est bien moi. Parce qu'à un moment, quand même, il faut faire le pour et le contre. Oui. Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça n'a pas donné? Et la notoriété, c'est un démon qui vous rentre à tout moment. Wow. Et beaucoup de jeunes ne l'ont pas compris. Et comme on dit, les expériences éduquent mieux que les conseils. Et parce que tant que tu brilles, tu auras tant que tu brilles, tu es comme du miel pour la mouche. Et la femme sera toujours cette mouche qui viendra vers toi. Que tu aies de l'argent ou pas, peut-être qu'elle ne t'épousera pas. Et sans savoir, la femme a... Et certaines femmes ont cette faiblesse pour tout ce qui brille. Wow. Oui, et ceux qui savent en user en abusent. Donc, je le dis souvent à nos jeunes filles, il faut faire très attention. Très attention. Parce que après, ça se joue contre nous. C'est souvent des femmes très merveilleuses. Et peut-être les comportements que nous avons dans le présent avec elles, ces comportements font en somme que
et les relations dans le futur ne sont plus les mêmes. Les mêmes, bien sûr. Et vous voyez presque, vous regardez un chien de faïence. Or, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être dans les médias vous aider, faire beaucoup de choses ensemble. Le simple fait même que tu aies une relation avec une femme et que et dans le futur, son homme, celui avec qui elle vit, et remarque ou bien apprend que tu es sorti avec cette personne, et tu n'auras plus jamais la paix. La paix. Parce que ce monsieur ne te regardera plus jamais d'un bon œil. Exactement. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, je prends ça sportivement. Comme j'ai eu ma période de bêtises, mais aujourd'hui, je me dis que ben voilà, quoi, il faut le faire, quoi. C'est de mon âge, voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire que Folo Gozo est un lover discret ou un célibataire endurci qui profite de la vie? Je profite de la vie. J'ai pas envie que quelqu'un m'appelle pour me dire tu es où, tu fais quoi, tu fais ci. J'ai pas envie de vivre l'histoire du genre. Et aujourd'hui, c'est très connu. Tu vis en couple, mais tu te dis, mais à quel moment les gens du quartier savent tout ce que tu vis dans ta maison? Et si tu ne sais pas faire, tu tombes sur la mauvaise. Ça veut dire que quoi? Tous tes problèmes de couple sont dehors. Tous tes problèmes personnels sont dehors, sans compter les petites disputes. Donc là où je suis, moi, je n'ai pas du tout la tête à ça. De temps en temps, de petites aventures, je ne réchigne pas sur ça, mais ce n'est pas des trucs continus parce que je me dis qu'il y a mieux. J'ai d'autres problèmes qu'aujourd'hui, à un moment où je me dis, ce n'est pas tard, il faut se reconstruire. Je ne pense pas pouvoir me mettre à dos encore une histoire amoureuse qui va me mettre les bâtons dans les roues. J'essaie, ça ne marche pas. Donc je me suis dit, vaut mieux ne pas essayer. Wow. Il faut dire que le problème est de mon côté. Et disons, c'est un défaut que j'anticipe souvent sur les actes. C'est-à-dire que quand la personne parle, je me dis, bon, cette personne, à coup sûr, va me faire quelque chose. De ça, là, j'aurai droit à ça venant de cette personne d'ici un moment. Et souvent, ça se passe. Surtout avec les femmes, ça se passe. Et tu as une femme. Et tu te dis, bon, voilà, ok, j'ai trouvé la bonne. Tu sors, tu sais que tu sais que tu te dis, bon, c'est des rumeurs. Et un jour, pam, toi-même, tu tombes sur la réalité, tu vois que Marima, Bonkeri Passo, l'autre avec qui elle est en train de jouer au lover et autres. Donc, comme moi, j'ai le cœur assez fragile. Ah ouais? Bon, mais on dirait pas tu es assez géant pour voir le fragile. C'est pas fragile, je peux dire ça. Donc, comme j'ai pas envie de me taper un infarctus, vaut mieux ne pas. Si ça, on se voit que je suis dans les prédispositions, ben voilà quoi. Mais ni vu ni connu. Et comme je dis, tous ceux qui me connaissent depuis l'enfance, je suis très discret. Très discret. Je frappais très fort, mais je suis très discret. Donc voilà. Ok. Ah, mais super. Donc là, tu n'es pas un cœur à prendre. Peut-être qu'il y a des dossiers, des candidatures du moins. Bon, ça, c'est personnel. Pourquoi dire ça? Non, mais ouvre les... Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a eu un moment de ta carrière où tu as voulu tout arrêter? Plusieurs fois, même récemment, il y a quelques semaines. Récemment? Quelques semaines en arrière, je me suis levé et j'ai dit, ben, c'est fini, je ne veux plus. Et pourquoi? Non, pour des raisons personnelles, des raisons très, très personnelles. Je me suis dit, bon, on stoppe tout ça, on stoppe tout. Et ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis retrouvé encore dedans et puis je me suis dit, bon, mais merde, quoi. C'est une malédiction. Une malédiction. On poursuit, quoi. On poursuit. La lutte continue. La lutte continue. Quelle chanson de toi aujourd'hui, disons, de ton répertoire, elle te définit le mieux? Une chanson. Yewe Basingo, Yewe Homonto, Yewe Royonu Dagbebo, maybe no Jlo, Yewe Ropawa, Bono Leigo, Memaro Akwele Singbe, Yemonondo, Minozon Dede, Miwa Dede, Beme Mambiotagba, Ndo Glagla Makpla Meifide, Bonozon Dede, Miwa Dede, Amon egbe, amon soa, de sona chia katouan. Minozon dede, minowa dede. C'est une manière de dire qu'il faut faire très doucement dans la vie. Parce que ce que tu penses être acquis aujourd'hui peut être autre chose demain. Demain. Waouh, très édifiant. Hein? Alors, que signifie pour toi le mot héritage? Parce que le concept, c'est vibe and héritage.
Bon, si je dois le dire, ce que je pense de l'héritage, c'est l'héritage qui fait en sorte que les jeunes ne veulent pas travailler au Yanadougou. Mais l'héritage aussi, ça peut être ce que nos ancêtres, nos aînés, nos aïeux nous ont laissé. Et si c'est l'héritage dans le bon sens, Oui. et tel que je suis venu voir des jeunes qui ont voulu se mettre ensemble pour faire du bon, alors là, je dis que c'est un très bel héritage. Merci beaucoup. Et je dis bon vent à cet héritage. Et la passion ne nourrit pas son homme. J'espère que ceux qui ont les yeux et ceux qui ont la poche lourde, qui peuvent faire que les choses puissent avancer, auront un regard encore plus bienveillant de cette jeunesse qui n'a pas les moyens. Nous, on n'en avait pas aussi. Et on a beaucoup couru pour ça. Wow. Personne ne nous a, je le dis officiellement, on n'en avait pas, il n'y avait pas les moyens. Et comme je l'ai dit encore plus haut, le festival, on l'a fait à la sueur de nos fronts. Et c'est quand c'est devenu bon que certaines autorités sont venues vers nous. Et je les remercie. Donc, je sais que vous êtes des battants. Battez-vous pour que cet héritage, vous puissiez le léguer encore à d'autres jeunes qui ne prendront pas la facilité. La facilité. Et moyen de pouvoir percer. Voilà. Parfait, parfait. Alors, si tu devais résumer ton parcours en une punchline, c'est laquelle? Une punchline. Doji. Doji veut dire quoi? Faut chercher. C'est enfant? C'est dans des langues au Bénin, c'est en Mina aussi. Ah, ok, super. Alors, un dernier mot pour ceux qui t'écoutent et qui croient encore en un hip-hop conscient, enraciné et engagé. Moi, je dirais simplement, ce n'est pas dans nos chambres que nous allons pouvoir changer les choses. Nous avons connu un âge d'or du hip-hop. C'est vrai que j'ai exagéré en disant que c'est dans les années 90, mais c'est là où l'histoire même du hip-hop béninois a réellement commencé. Nous avons connu un âge réellement d'or dans les années 2000 où les Béninois y croyaient, où les sons béninois étaient joués, le hip-hop béninois était joué un peu partout, même les DJ mixaient les sons béninois avec les sons américains. Donc, on a touché vraiment le sommet. Il y a des événements qui se font aujourd'hui. Ces événements, en général, sont gratuits. Encouragés, comme le Dalash au CCF, le duel des flows, si vous permettez, aujourd'hui est actif au CCF. Donnez de la force à la chose. Partagez des sons hip-hop béninois. Vous pouvez aimer un artiste. Oui, vous pouvez aimer un artiste. Et vous pouvez le détester. Faites en somme que c'est plus la passion du hip-hop qui prône et qui sublime tout. Faites en somme que ça revienne et que on puisse entendre du Vano aux États-Unis. On écoute, comment dire, du Tiaf, du Insta Megis au Japon. À Piano. Oui, voilà. Donc, ainsi de suite. Et que ce soit fort. Et quel que soit le ressentiment, nous disons que nous sommes béninois. N'attendons pas que les gens aillent à l'extérieur percer pour venir rabattre les oreilles des gens avec l'histoire de fierté d'être béninois. Non, on n'a rien à foutre de cette fierté. La vieille fierté se trouve ici. Faisons en somme de donner de la force aux gens. Pas forcément de l'argent. Tu te lèves tous les matins, tu dis bonjour à cette personne. C'est de la force que tu lui donnes. Et que la paix soit, les bénédictions soient. Amen. Merci beaucoup, Folo Gozo, d'avoir répondu présent pour ce premier numéro de Vibe and Heritage. Ce fut un immense plaisir.